Bonjour à tous, bienvenue sur les chaînes parlementaires. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une émission spéciale consacrée aux journées parlementaires du groupe La République En Marche. Le groupe majoritaire qui est réuni depuis hier à Tours dans un contexte un peu particulier. Une rentrée difficile pour le chef de l'État sur fond de démission de Nicolas Hulot et d'hésitation sur le prélèvement à la source. C'est dans ce contexte que le discours du Premier ministre ce matin est très attendu. Vous pourrez le suivre en direct sur LCP et Public Sénat. Édouard Philippe qui devrait prendre la parole dans une trentaine de minutes maintenant devant l'ensemble des députés du groupe majoritaire. Le discours du Premier ministre et l'élection de Richard Ferrand comme candidat de La République En Marche pour le Perchoir. Nous allons y revenir dans cette émission spéciale avec nos invités en plateau que j'accueille. Christelle Bertrand, bonjour. Bonjour Brigitte. Vous êtes journaliste, éditorialiste pour le groupe La Dépêche. Bienvenue à vous. Samuel Le Goff, bonjour. Vous êtes journaliste à Contexte, merci d'être avec nous. Et Emmanuel Rivière, bonjour. Vous êtes directeur de Candar Public France. Et pour cette émission spéciale, nous serons également en duplex de Tours avec ma consoeur de Public Sénat, Saveria Rojek. Bonjour Saveria. Le Premier ministre va s'exprimer ce matin à l'ensemble de sa majorité. Un rendez-vous très attendu. Absolument, très attendu, et c'est dans une ambiance studieuse avec un seul mot d'ordre, l'unité. C'est le message que devrait délivrer Édouard Philippe ce matin devant tous les parlementaires réunis ici à Tours. Le Premier ministre qui est arrivé dès hier soir, il a assisté à un dîner avec tous les parlementaires, tous les députés, tous les sénateurs présents. L'occasion bien sûr de resserrer les rangs, l'occasion également de rappeler la détermination de l'exécutif à poursuivre les réformes après une rentrée bien sûr chaotique avec la démission de Nicolas Hulot et les hésitations sur le prélèvement à la source. Alors ce matin, réunion extraordinaire dès 7h45, c'est ce que m'a confié Florian Bachelier, réunion sur les modalités de désignation du futur président du groupe En Marche à l'Assemblée. Et puis ensuite ce seront François Patria, Richard Ferrand et puis bien sûr Édouard Philippe qui vont s'exprimer au Palais des Congrès juste derrière moi. Édouard Philippe, un discours très attendu, l'occasion bien sûr de renforcer les liens entre le groupe majoritaire et un exécutif à la peine. Merci Saveria, et on vous retrouvera tout au long de cette émission avec des députés, des sénateurs à votre micro pour suivre cet événement. Les journées parlementaires de La République En Marche donc se tiennent depuis hier à Tours. Une rentrée chaotique pour cette majorité, Saveria vient de vous en parler, avec l'élection d'un nouveau président à l'Assemblée nationale. Ce sera demain, ce sera à suivre évidemment en direct sur LCP, et puis très probablement évidemment la désignation d'un nouveau président de groupe pour La République En Marche. Hier, les députés du groupe majoritaire ont élu dès le premier tour Richard Ferrand comme candidat au Perchoir. Maïté Frémont, Stéphanie Despierres. Aucun coup de théâtre, la pièce s'est déroulée comme prévu. Richard Ferrand a été préféré aux trois autres prétendants et à une journaliste qui lui faisait remarquer qu'il était le candidat de l'Élysée, il rétorque. Je ne suis pas un chouchou, madame. Je suis un homme démocratiquement élu. Le vote est effectivement sans appel. Le premier des marcheurs l'emporte haut la main. Une candidature jugée idéale par la majorité des députés de La République En Marche. Alors, devant les caméras, le vainqueur tout sourire ne boude pas son plaisir. Il y avait un choix entre 4 personnalités, 2 femmes, 2 hommes. Le choix s'est porté sur moi, vous me pardonnerez de ne pas être une dame. Un choix de stabilité et de cohérence pour de nombreux députés du parti qui voient en Richard Ferrand un homme qui tient la barre et coche clairement toutes les cases. Richard Ferrand était le premier aux côtés d'Emmanuel Macron jusqu'à être rapporteur de sa loi, et que ça a été le premier marcheur qui a beaucoup structuré le mouvement, et que donc il est assez aussi légitime de lui accorder encore notre confiance. S'il y a autant de députés qui peuvent vous dire moi je soutiens Richard Ferrand, et c'est aussi parce qu'il a été à un moment donné là pour eux. Mais la victoire n'a pas la même saveur pour tous. Barbara Pompili, également candidate, se dit déçue que ce ne soit pas une femme future présidente de l'Assemblée nationale. Je regrette de ne pas avoir réussi à convaincre mes collègues de l'immense opportunité qu'on avait là de lancer un très très beau message vis-à-vis de l'extérieur. Même regret du côté de ses soutiens. Je soutenais la candidature de Barbara Pompili qui était, je crois,
un profil complètement différent. Voilà, mais il faut savoir perdre quand il y a une vraie élection démocratique, interne, et je crois que là le score est sans appel, donc le message envoyé par tous les collègues qui ont voté pour Richard Ferrand est clair et net, voilà, et à chacun après de se faire sa libre interprétation de ce vote. La majorité absolue en poche, Richard Ferrand est assuré d'être élu président de l'Assemblée nationale mercredi. Seul nuage pour lui, l'affaire des mutuelles de Bretagne qui pèse encore comme une épée de Damoclès sur la suite de son parcours. Christelle Bertrand, c'est donc Richard Ferrand qui a été désigné comme candidat pour le perchoir par le groupe La République En Marche hier. Est-ce que c'est une surprise pour vous? Non, c'est pas une surprise et pourtant les choses n'ont pas été si simples que ça. L'Élysée effectivement poussait Richard Ferrand parce qu'Emmanuel Macron voulait un homme de confiance et un homme à poigne au perchoir parce que l'analyse qui a été faite du printemps et du début de l'été, de l'affaire Benalla et de la gestion de la réforme constitutionnelle par François de Rugy et que François de Rugy n'avait pas été suffisamment ferme en dirigeant ces débats. Donc Emmanuel Macron voulait un homme à poigne, voulait Richard Ferrand. Simplement, la candidature un peu inattendue de Barbara Pompili a brouillé les cartes, d'autant qu'elle a été soutenue par un certain nombre de députés. Il a fallu que l'Élysée demande à Yaël Braun-Pivet de se retirer, qui elle-même était candidate, de se retirer pour s'assurer la victoire de Richard Ferrand. Donc Barbara Pompili rassemble quand même un tiers des voix, ce qui n'est pas rien, ce qui prouve que les députés de La République En Marche se sont émancipés depuis un an et ne votent plus comme un seul homme en suivant les consignes de l'Élysée. Ce que je retiens de ce que vous dites, Christelle Bertrand, c'est finalement qu'il y a une reprise en main de l'Élysée sur l'Assemblée nationale. Vous partagez cette analyse, vous, Samuel Le Goff? Moi, je n'ai pas d'éléments me disant qu'il y a eu des coups de fil, je n'ai pas le secret des dieux, mais Richard Ferrand était le seul qui pouvait y aller. Puisque si jamais il avait dit non, je reste président de groupe et je laisse le perchoir à quelqu'un d'autre, il y aura eu une véritable bataille interne puisque personne d'autre ne s'imposait à l'évidence. D'ailleurs, la question n'a été que déplacée puisque c'est maintenant pour la présidence de groupe que la voie est ouverte et que les ambitions vont vraiment pouvoir se déployer. Barbara Pompili a quand même fait une bonne affaire puisqu'elle a été battue, mais ça, tout le monde s'y attendait, mais avec un score plus qu'honorable qui lui permettra à l'avenir de peser. Et quelque part, moi, je vois plutôt dans sa candidature une façon pour une aile gauche de La République En Marche de montrer qu'elle existe, de montrer qu'elle pèse, et qu'ensuite, elle pourra faire valoir ça lors d'arbitrage sur l'ordre du jour, sur d'autres postes, parce qu'il ne faut pas oublier que dans 1 an et demi, il y a une redistribution générale des places. Certains ont déjà ça en ligne de mire. Emmanuel Rivière, dans cette rentrée chaotique, il fallait réorganiser, on le voit à l'Élysée, réorganisation de la communication. Il fallait reprendre en main aussi, effectivement, le perchoir, l'Assemblée nationale. Et Emmanuel Macron avait besoin de cela? Dans la dimension très managériale de l'exercice du pouvoir par Emmanuel Macron dès son entrée en fonction, effectivement un moment particulier là où de toute évidence beaucoup de choses semblent lui avoir échappé au cours des dernières semaines. Et il se trouve que l'Assemblée nationale est souvent le lieu où se voient justement les dysfonctionnements au sein de la majorité. Je pense qu'Emmanuel Macron a été au première loge sous le quinquennat de François Hollande pour voir ce que faisait une majorité divisée, chaotique. Sa loi a dû être adoptée au 49.3. On sait à quel point ça a été impactant. Donc voilà, c'est sans doute ce choix-là qui a été fait. C'est vrai que c'est pas neutre de se dire que, comme très souvent par le passé, c'est un proche du chef de l'État, un marcheur de la première heure. Ça s'est évidemment très souvent produit. Mais effectivement, dans l'exercice, dans la manière dont la Ve République peut s'ébrouer dans un espace où il n'y a ou pas de la distance entre l'exécutif et le pouvoir législatif, bon, là, il y a un rapprochement assez classique. Pour l'image du président, finalement, Yaël Braun-Pivet le disait sur RTL il y a quelques jours, Richard Ferrand n'incarne pas le renouvellement. Qu'est-ce que vous en pensez, Christelle Bertrand ? Non, parce qu'il vient du PS, parce qu'il a déjà une longue vie au PS, parce qu'il a des méthodes qui ne sont pas très nouveau monde. Mais finalement, est-ce que ce n'est pas ce que souhaitait l'Élysée, remettre à la tête de l'Assemblée nationale quelqu'un de plus classique, mais qui au moins a cette expérience du fonctionnement des débats au sein de l'hémicycle, des joutes parfois très compliquées à gérer, de ce qui se fait en coulisses, qu'on a beaucoup reproché, enfin ce qui a été reproché par l'Élysée et par Matignon à François de Rugy, par exemple, c'est de ne pas avoir suffisamment négocié en coulisses pendant les débats sur la réforme constitutionnelle pour ne pas arriver finalement à cet enterrement de première classe. De ne pas avoir suffisamment fait de politique alors peut-être. Et de diplomatie, voilà.
Et en effet, Richard Ferrand, qui a une longue vie politique derrière lui, sait faire, mais finalement, comme quoi l'ancien monde est en train de reprendre le pas, de reprendre le dessus avec ces vieilles méthodes qui fonctionnent finalement pas de politique. Et finalement, ça veut dire aussi que personne ne réussit à s'imposer dans l'entourage d'Emmanuel Macron, à part les fidèles qu'on voit réapparaître autour de lui. Il a un fonctionnement très vertical, donc forcément... Derrière, les personnalités ne peuvent pas trop s'émanciper. Soit elles sont dans l'entourage proche du chef, soit elles n'existent pas. Et on a bien vu pendant l'affaire Benalla, pendant 2-3 jours, il y a eu un flottement. Les instructions, les éléments de langage ne sont pas arrivés aux députés et ils étaient muets. Personne n'a été capable spontanément de prendre la parole, de prendre le lead et d'aller devant les médias et d'essayer de prendre la défense. Donc là, en mettant Richard Ferrand, au moins, il se rassure. C'est peut-être pas du renouvellement, mais au moins, la maison sera tenue. Parce que Richard Ferrand a quand même un peu plus de poids politique que n'en avait François de Rugy. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que François de Rugy est un ancien écologiste qui a été à la primaire socialiste. Donc, il n'était pas un marcheur de la première heure comme l'est Richard Ferrand. Ni un ancien socialiste, donc il n'avait pas leur réseau. D'ailleurs, les socialistes le regardent d'un mauvais œil puisqu'il a quand même trahi son serment de soutenir le candidat de la primaire. La droite ne l'apprécie pas beaucoup. Donc, et comme il a un style assez cassant et assez une manière de présider qui n'a pas beaucoup plu, il était complètement isolé, effectivement, il était temps de l'exfiltrer pour mettre quelqu'un qui tient la maison. Et là, je pense que Richard Ferrand fera le job. Ça avait d'ailleurs été décidé avant même la démission de Nicolas Hulot, dès le début de l'été. On se dit, on va pas le maintenir plus de 6 mois. Il faut trouver une solution pour l'exfiltrer. Lorgnait sur ce poste depuis bien longtemps, le poste du perchoir. D'ailleurs, il y avait des tensions entre Richard Ferrand et François de Rugy depuis bien longtemps dans cette perspective-là. Comment les Français voient-ils Richard Ferrand? Est-ce qu'ils le connaissent et quelle opinion ont-ils de lui? Ils ne le voient pas beaucoup, en fait. Ils ne le connaissent pas? Non, quand on regarde sa cote d'avenir, qui est la question qu'on pose pour le Figaro Magazine, est-ce que vous souhaitez le voir davantage au cours des mois et années à venir? Il est à 5%, donc c'est quand même un personnage qui n'a pas, pour l'instant, fortement impacté. Cela dit, c'est très compliqué d'émerger en ce moment, politiquement, quand on n'a pas été au premier rang d'une campagne présidentielle. C'est une caractéristique intéressante de la période politique que l'on vit. Donc, à savoir... On verra si Richard Ferrand arrive à faire de ce poste de président de l'Assemblée nationale quelque chose qui lui permettra de faire connaître ce qu'il est en politique. Derrière sa personnalité, il y a autre chose. On a évoqué le fait que ce soit un socialiste, donc un peu ancien monde, mais c'est aussi un socialiste donc issu de la gauche, ce qui est probablement, enfin je n'ai pas été associé à la décision, mais dans les équilibres, les anciens républicains à Matignon et à Bercy, les anciens socialistes à l'Assemblée nationale et à la direction du parti. Je pense que derrière ça, la répartition des postes. Il y a une volonté d'équilibre qui doit aussi parler à ces électeurs de gauche qui ont choisi Emmanuel Macron et qui se demandent s'ils s'y retrouvent. Mais le défaut de notoriété de Richard Ferrand, je pense, bien qu'il soit issu de la gauche, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, il transmette ce message-là, et que c'est plus un message de tenue et puis de professionnalisme aussi. C'est vrai que l'expérience parlementaire est sans doute quelque chose qui était attendu à ce poste. Alors Richard Ferrand a déclaré hier « Je ne suis pas une dame ». Effectivement, ça n'avait échappé à personne. Il y avait Barbara Pompili, vous nous en parliez tout à l'heure, qui s'est déclarée candidate. Barbara Pompili, ça aurait été un profil qui aurait incarné quelque chose de nouveau pour la République En Marche. C'était un symbole fort, de l'Ancien Monde et du Parti Socialiste. Elle a été secrétaire d'État de Ségolène Royal. Mais ça aurait incarné, où effectivement, une femme à un poste aussi important, ça voulait dire quelque chose. C'était plutôt, on tournait la page de présidence masculine pendant des décennies et des décennies, ce qu'avait échoué à faire Ségolène Royal, justement, puisqu'elle n'avait pas été élue députée. On lui avait promis... François Hollande lui avait promis la présidence de l'Assemblée nationale à l'époque. Ce qui est intéressant dans le score que fait Barbara Pompili, c'est qu'elle est soutenue par un certain nombre de marcheurs qui, jusqu'à présent, n'osaient pas trop aller contre la volonté de l'Élysée. Et on voit Mathieu Orphelin, certes, qui est un soutien de Nicolas Hulot et qui a toujours une voix assez libre, mais quand même, elle fait un tiers des voix.
de gens qui décident en leur âme et conscience de ne pas suivre les consignes de l'Élysée. Elle a réalisé donc 29% des voix, ça fait à peu près une centaine de députés finalement dans ce groupe pléthorique. Alors ça prouve d'abord une première chose, c'est qu'elle a su se glisser un peu et s'intégrer dans ce groupe de La République En Marche. Elle n'est pas une marcheuse de la première heure, Barbara Pompili, loin de là, mais à force de travail et puis aussi de bonne humeur, de gentillesse, elle a pris pas mal de députés sous son aile. Donc voilà, la première chose, c'est que effectivement, elle est soutenue parce qu'elle a su s'intégrer. Et la deuxième chose, c'est que les marcheurs se sont émancipés. Une partie des marcheurs se sont émancipés des directives de l'Élysée. Une image peut-être pour montrer qu'effectivement, ici à l'Assemblée nationale, il y a toujours eu des hommes blancs. Ce sont les 12 présidents qui ont marqué l'Assemblée ces dernières années ici. Et effectivement, pas de femmes et pas de renouvellement à travers ces photos. Vous vouliez ajouter quelque chose, Emmanuel Rivière ? Oui, parce qu'effectivement, ça démontre une émancipation d'une partie des marcheurs, quasiment ce tiers des voix obtenues par Barbara Pompili. Mais je pense que précisément, ce ne serait pas rendu un grand service à l'Élysée qu'un homme blanc soit élu par 85% ou désigné par 85% des députés non plus. Donc ça a aussi comme avantage le sentiment qu'il y a un peu de jeu, qu'il n'y a pas une direction univoque et imposée. Vous parleriez de véritable exercice démocratique avec ces 4 candidats pour le vote interne pour le candidat du Perchoir à La République En Marche ? Oui, parce que depuis un an, ils ont appris comment ça fonctionne, l'Assemblée. Il y a eu quelques tournants, notamment la loi Asile-Immigration, où pour la première fois, certains ont compris comment on met en place un rapport de force, comment on arrive à tordre le bras du gouvernement, bon, pas trop quand même. Et ils se sont dit, il y a des liens qui se créent à ce moment-là. La loi alimentation aussi. Voilà, c'était moins spectaculaire, mais petit à petit, ils ont appris. À chaque fois maintenant, ils montent leurs petites opérations, des groupes se forment. C'est-à-dire qu'en arrivant il y a un an, ils ne se connaissaient pas. Mais c'est annonciateur d'une fronde ou pas, cette centaine de députés finalement qui se sont portés sur le choix de Barbara Pompili ? Pas encore. Je me souviens d'une parole de Brigitte Bourguignon qui disait il faut encore... Présidente de la Commission des Affaires sociales. Absolument, qui dit il faut encore leur expliquer qu'amender n'est pas fronder. Donc on n'en est pas là, mais en effet, depuis un an et demi, certains ont appris que dire je ne suis pas d'accord, ça n'était pas forcément fronder. Donc ça veut dire on reste solidaire sur les votes majeurs, mais on veut bien faire entendre une petite musique. Et moi, je trouve que l'amendement glyphosate est extrêmement parlant. Mathieu Orphelin dépose un amendement contre l'avis du gouvernement et il est quand même suivi sur cet amendement. Il n'est pas voté, certes, mais il est quand même suivi par un certain nombre de marcheurs qui se disent là... Et puis, ils voient ce qui se passe depuis un an. Et certains se disent, ça correspond tout à fait à mes attentes, d'autres espéraient autre chose, notamment ceux issus du Parti Socialiste, disent on attend toujours cette fameuse jambe gauche qui avait été promise par Emmanuel Macron durant la campagne présidentielle, qui n'arrive pas. Donc sur la loi Asile et Migration, on est un peu déçus, on le fait savoir, gentiment, sans fronder, mais on le fait savoir. Sur l'amendement glyphosate, on le fait savoir aussi. Et petit à petit, en observant effectivement l'exercice du pouvoir depuis un an, certains prennent du recul, sans se désolidariser encore, mais prennent du recul. Et je pense que c'est aussi ça, le sens des voix qu'a obtenu Barbara Pompili. Vous pensez que ça va du coup faire évoluer le travail législatif et le rôle des députés de la majorité ici de peser davantage sur les projets de loi peut-être du gouvernement ? Très certainement. De toute façon, on part de pas grand-chose, puisque pendant les 6 premiers mois du mandat, le gouvernement a fait à peu près ce qu'il voulait, parce que justement, les députés étaient novices. Maintenant, ils ont appris, ils savent ce qu'ils veulent, ils se sont installés. Et effectivement, des courants se mettent en place, mais ce qui est normal dans un groupe de plus de 300 députés, sans que ce soit forcément de la fronde. Enfin, ils le disent eux-mêmes, ils ne veulent surtout pas reproduire ce qui s'est passé au précédent mandat, mais en même temps, un certain nombre disent aussi on est là pour faire de la politique. Et faire de la politique, c'est à des moments clés exprimer des choix. Et Barbara Pompili avait pour elle l'avantage d'être parfaitement crédible dans le rôle de présidente de l'Assemblée. Elle est une bonne présidente de commission. Elle a l'ancienneté, elle a l'expérience, elle a été au gouvernement. Elle pouvait très bien faire le job et je pense, un certain nombre se sont dit, de toute façon, ce sera Ferrand qui sera désigné. Donc on peut se faire plaisir, on peut y aller. Et résultat des courses, elle est en bonne position maintenant pour réclamer autre chose plus tard. Ils sont un peu moins légitimistes, les députés de La République En Marche, qu'ils n'ont pu l'être au début du mandat ? Ils devraient l'être.
Il devrait l'être. On analyse souvent le positionnement de cette majorité sur l'équilibre entre les deux jambes, gauche et droite. Moi, je trouve qu'il y a un autre déséquilibre, qui est celui entre une volonté de restaurer une fonction présidentielle dont on considérait qu'elle était abîmée, de redonner l'autorité, une direction, et cette capacité qui avait été incarnée par la construction d'En Marche de s'inspirer beaucoup de la société civile, de puiser des idées. En tant que parti, En Marche est vraiment très, très aujourd'hui en retrait, malgré les efforts de Christophe Castaner. Ça devrait être le groupe parlementaire, parce qu'ils en sont issus de cette promesse-là, d'incarner une nouvelle génération, un nouveau parcours vers l'exercice du rôle parlementaire. Ça devrait être la machine à idées, la machine à produire de la politique, dans le sens qui vient d'être décrit par Samuel. Or, pour l'instant, on a plutôt un retour, une impression de quelque chose de très classique où le gouvernement décide et le Parlement valide. Alors ça se traduira peut-être dans les discours que nous attendons ce matin, celui de François Patriat, président du groupe des sénateurs La République En Marche, président le Richard Ferrand aussi, ancien donc président du groupe La République En Marche ici à l'Assemblée, et puis Édouard Philippe, le Premier ministre. Vous parlez d'un manque de renouvellement finalement. Hier, Sonia Crimi, qui fait parfois entendre une voix un tout petit peu différente de ce groupe majoritaire, qui soutenait Barbara Pompili, effectivement, a dit on a manqué d'audace. C'est un groupe majoritaire qui manque d'audace finalement, c'est une déception. Il s'émancipe, mais sans, c'est ce qu'on disait à l'instant finalement, sans aller très très loin. Aller plus loin aurait été en effet d'élire Barbara Pompili, mais ça paraît compliqué parce que ce groupe on s'éloigne de la promesse finalement d'Emmanuel Macron qui se voulait disruptif, comme on dit. Oui, mais on s'en est éloigné dès qu'il s'est installé à l'Élysée, je dirais, parce que cette présidence très verticale, ça n'est pas la promesse qui avait été faite pendant la campagne, justement par ce mouvement En Marche, des marcheurs qui faisaient remonter les idées du terrain vers la tête. On voit bien qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est la tête du pouvoir, de l'exécutif, qui édicte des idées et des consignes à la base aux députés, et voilà, ça ruisselle dans un autre sens du terme. Et ça, on voit bien que l'élection de Richard Ferrand à la présidence de l'Assemblée nationale, puisque ça y est, c'est plié, elle aura lieu demain, mais on sait que ce sera lui, elle procède de ça, de cette idée. Jusqu'à présent, vous montriez les portraits des autres présidents de l'Assemblée nationale. Ils n'étaient pas forcément dans la ligne exacte du président de la République et du Premier ministre. On pense notamment à Philippe Séguin, qui a été un président de l'Assemblée nationale à poigne, mais qui faisait entendre une musique différente de celle de l'exécutif. Ce ne sera pas le cas avec Richard Ferrand sera dans la ligne de l'exécutif, là pour l'appuyer, pour appuyer Emmanuel Macron, pour appuyer Édouard Philippe et pour faire en sorte que les choses roulent, soient efficaces. Et c'est ça l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de l'efficacité, ce qui n'est pas forcément compatible avec le débat démocratique. Alors Richard Ferrand libère la place de président de groupe ici à l'Assemblée, du groupe majoritaire. Il va y avoir une bataille interne assez forte, peut-être plus forte encore que pour la présidence de l'Assemblée nationale, Samuel Le Goff ? Oui, évidemment, puisque personne ne s'impose à l'évidence. Il y a des gens qui ont fait leurs preuves, on pense par exemple à Gilles Legendre, qui est le premier vice-président du groupe, qui en l'absence de Richard Ferrand, présidait et animait les réunions de groupe, mais il n'y a pas que lui. Il y a aussi d'autres, on cite des noms circulent, ensuite on ne sait pas qui sera vraiment candidat. Alors il y a une candidate déclarée, Laetitia Avia, et puis beaucoup de noms effectivement, voilà, et des femmes. Justement, le score de Barbara Pompili a peut-être fait un déclic qui va libérer des choses, des gens. Peut-être que Barbara Pompili va se présenter aussi à la présidence du groupe. Enfin, tout est ouvert, et là je pense que ça se réglera pas au premier tour. Et il y aura des manœuvres, des gens qui se déclarent, qui se retirent, qui y vont, qui n'y vont pas. Moi, je dirais il faudrait installer une femme. C'est le débat sur la féminisation des postes, à mon avis, qui a surpris et l'Élysée et Matignon, qui n'avaient pas pensé à ça, qui a changé,
qui aurait dû y penser, mais qui a peut-être changé la donne. C'est qu'au départ... Ils ne se sont pas rendus compte de l'importance de ce débat et de l'impact que ça a eu. Au départ, les choses étaient, me semble-t-il, cadrées. Richard Ferrand au perchoir et Gilles Legendre à la présidence du groupe. Gilles Legendre, il y avait une sorte d'arrangement tacite avec l'Élysée. Ça fait un moment qu'il est poussé par l'Élysée, qu'il est poussé par Matignon, il est apprécié des deux têtes de l'exécutif. C'est quelqu'un de très rond, de très diplomate, qui est apprécié des députés, donc c'était la personne idéale. Sauf que arrive ce débat sur la féminisation des postes. Et puisque ça n'est pas le perchoir, l'exécutif se retrouve un peu coincé. Et vous allez voir que ce débat-là, on en parle aussi au gouvernement. On va écouter Nicole Belloubet, ministre de la Justice. Écoutez, moi je souhaite que les femmes assument l'ensemble des fonctions qui sont ouvertes aux femmes et aux hommes. Et je souhaite que l'égalité entre les femmes et les hommes, je ne parle pas seulement là de parité, nous conduise à assumer exactement le même type de fonction. C'est sur la base de la compétence et de la démocratie que ça doit être fait. Et je pense que c'est évidemment un point qui sera très important, un symbole aussi qui sera très important si une femme est présidente du groupe. Ça, c'est un petit message envoyé là de la part de Nicole Belloubet. Si on installe Richard Ferrand à l'Assemblée nationale, il faut forcément qu'il y ait une femme à la présidence du groupe. Si, effectivement, et je pense que c'est une hypothèse raisonnable, ça n'a pas été quelque chose de considéré, c'est juste ahurissant, parce que, évidemment qu'en ce moment, mais dans toutes les nominations aux postes de haute responsabilité, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, on se pose la question. Et ce serait d'autant plus étonnant de la part de cette majorité qui a quand même fait faire un bond considérable à la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Enfin, on était quand même coincés dans le recoin des très mauvais élèves européens pendant des années, avec des progressions très timides, grâce aux contraintes législatives qui pénalisaient la non-représentation des femmes parmi les candidates. Et là, tout d'un coup, on s'est vraiment rapproché de la parité. Mais oui, c'est un moment Sauf que c'est comme dans l'entreprise, finalement, au poste à responsabilité, on trouve de plus en plus d'hommes. Oui, je ne sais plus qu'à évoquer les métaphores de l'avion où il y a des femmes partout sauf dans le cockpit. Hein, et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Je ne pense pas, attention, qu'il y ait eu le moins du monde une volonté d'écarter une femme, parce qu'elle était une femme. Mais effectivement, il y a un certain nombre de raisons qui font qu'on va privilégier des caractéristiques, souvent l'ancienneté, une certaine manière d'exercer le pouvoir, qui n'est pas la même peut-être chez des hommes ayant un long parcours politique et des personnalités féminines plus récentes. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est que c'est finalement comme ça que l'un et l'autre, Barbara Pompili et Richard Ferrand, résument leur victoire et leur défaite. On a raté une occasion formidable d'élire une femme versus... pas forcément très heureux, excusez-moi. Je ne suis pas une dame. De ne pas être une dame. Il ne faut pas réduire en fait le scrutin à cela. En principe, un scrutin pour désigner un président de l'Assemblée nationale. Samuel Le Goff disait que Barbara Pompili avait aussi toutes les qualités pour exercer le poste de président de l'Assemblée nationale. Oui, tout à fait. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'elle rebondisse en se présentant à la présidence du groupe. Et là, effectivement, elle poserait un vrai problème à l'Élysée. Parce que c'est difficile de lui refuser ce poste-là. Là aussi, elle coche toutes les cases. Elle a l'expérience parlementaire, elle sait gérer. Même si c'est pas forcément le nom qui ressort le plus aujourd'hui, mais oui, mais président de groupe, c'est quand même un poste très difficile, très ingrat. Tous le disent parce qu'on passe son temps à distribuer des choses, à refuser des choses aux gens, à s'occuper à faire de la calinothérapie, ce que Richard Ferrand ne faisait pas. Vraiment, c'est Gilles Legendre qui s'occupait de cet aspect. Et donc, il faut quand même quelqu'un qui ait les épaules, qui ait la pointe, qui soit reconnu au sein du groupe. Et ça paraît compliqué d'avoir quelqu'un qui n'a qu'un an de mandat, à moins que cette personnalité ait vraiment émergé. Mais Barbara Pompili est là depuis 2012. Mais est-ce qu'elle en a vraiment intérêt finalement, puisque maintenant que François de Rugy est ministre de la Transition écologique et elle, présidente de la Commission du développement durable, est-ce qu'ils ne peuvent pas finalement mieux travailler ensemble au poste qu'elle exerce aujourd'hui ? Elle y aurait intérêt, parce que c'est quand même un poste fondamental, président de groupe à l'Assemblée nationale. Elle y aurait intérêt si elle était assurée de cette victoire. Visiblement, elle semble dire qu'elle ne se présentera pas, à mon avis parce qu'elle n'est pas assurée de la victoire. Et 2 défaites d'affilée, là pour le coup c'est un peu dur, hein, ça se retournerait. Et je vais vous couper Christelle Bertrand parce que Richard Ferrand, qui a donc été désigné candidat pour le perchoir pour La République En Marche, va prendre la parole à Tours. Qui est-ce ?
Bien. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, députés et sénateurs, vous l'avez noté, Monsieur le Premier ministre, nous sommes particulièrement heureux de nous retrouver en votre présence et en présence de Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement. Heureux, le mot n'est pas trop fort, car nous sommes liés par la confiance, celle que les parlementaires vous ont toujours accordée à votre gouvernement et celle que votre gouvernement accorde aux parlementaires de notre majorité. Nous abordons ensemble l'an 2 du quinquennat avec le même enthousiasme et la même détermination qu'au premier jour de la législature. Notre état d'esprit est le même parce que nous sommes enracinés dans le projet du président de la République que nous mettons ensemble en œuvre. Nous sommes aussi plus aguerris, mieux instruits des règles du travail parlementaire et encore plus volontaires pour travailler dans cette logique de co-construction qui est notre désir autant que notre exigence. Les parlementaires de la majorité veulent être des acteurs actifs, des parties prenantes du succès du quinquennat. Jamais, évidemment, nous n'avons fait défaut et jamais nous ne ferons défaut. Sur la méthode, il est évident que plus nous pourrons nous saisir ensemble en amont des textes, mieux nous les partagerons et les porterons ensemble, alors mieux nous saurons les expliquer et convaincre nos compatriotes de leur bien-fondé. Au fond, notre groupe est solidaire, volontaire, mu par un empressement, par une forme d'empressement, à pouvoir faire avec votre gouvernement toujours mieux et toujours plus. Les députés, au fond, comme les sénateurs, j'en suis sûr, veulent tout faire avec vous et que rien ne se fasse sans eux. N'en déduisez pas aussitôt, Monsieur le Premier ministre, que nous souhaiterions que l'ordre du jour se densifie plus encore. Le rythme est bon, il est soutenu, il ne nous reste plus qu'à améliorer la prévisibilité d'un certain nombre de chantiers législatifs afin que chacun s'y prépare toujours mieux pour les enrichir. Vous le savez, nous voulons aussi pouvoir porter la pédagogie de notre action dans les territoires et chacun souhaite aussi porter les dossiers de son territoire, les enjeux auxquels il est confronté. Et puis, chacun a aussi besoin de temps pour mener une activité militante et politique. Ces différentes dimensions de la fonction parlementaire nécessitent toujours plus de temps. Il y en a remarqué qu'on pouvait maîtriser les horloges, mais on ne peut guère maîtriser le temps. Notre rentrée s'ouvre sur des textes à l'Assemblée nationale qui concernent véritablement les enjeux économiques et sociaux qui répondent au premier chef aux préoccupations de nos compatriotes. C'est pourquoi je vous remercie d'avoir fait en sorte que la loi dite Egalim ouvre nos travaux avant que ne vienne la loi pour la lutte contre la fraude fiscale, puis la loi Pacte en faveur du développement de nos entreprises. Je m'arrête un instant ici puisque j'évoquais cette logique de co-construction et je voudrais souligner ici comment a cheminé la loi contre la fraude fiscale précisément. Tout est parti d'un débat qui a eu lieu au moment du premier texte du quinquennat, celui pour le retour de la confiance dans la vie politique, lorsqu'a été donc évoqué le très fameux verrou de Bercy. C'était un peu hors sujet, mais c'est venu dans le sujet. Par conséquent, en accord avec le gouvernement, un groupe de travail s'est constitué sous la houlette de notre collègue Émilie Cariou et des discussions nombreuses ont eu lieu avec les ministres et les administrations de Bercy. Je sais que ce fut âpre, dense, toujours constructif, au point de parvenir à un texte qui fait la fierté de notre groupe et, je le sais, de vos ministres. Donc cette méthode est la bonne. Après ces différents textes que je viens d'évoquer viendront, si je puis dire, les figures imposées de tout automne parlementaire que sont l'examen des différentes lois de finances. Notre programme de travail est donc bien chargé et son sens tient précisément à la cohérence des transformations que nous conduisons. Oui, nous voulons que le travail des paysans soit plus justement rémunéré qu'il ne l'est aujourd'hui.
Oui, nous voulons que la fraude fiscale soit combattue parce que le principe républicain d'égalité devant l'impôt n'exonère personne. Il n'y a pas de place pour la triche fiscale. C'est pourquoi j'avais fait adopter l'an passé d'ailleurs un amendement qui prive de droits civiques les grands fraudeurs. Oui, nous voulons aussi que de la naissance à sa croissance et parfois jusqu'à sa disparition, une entreprise puisse être accompagnée dans des conditions qui fassent qu'entreprendre devienne une vertu dans notre pays et qu'en même temps, la participation et l'intéressement et donc la redistribution du fruit du travail soient également facilités. Monsieur le Premier ministre, j'arrête là. Mais vous l'aurez compris, je peux évoquer ici tous les sujets qui stimulent notre action à vos côtés, mais nous restons unis. Et là est l'essentiel sur le sens de ce que nous portons et sur la méthode que nous partageons. Permettez-moi juste de saluer la nomination dans votre gouvernement de François de Rugy, notre président de l'Assemblée nationale, qui a courageusement pris l'immense responsabilité de relever les défis de la transition écologique et solidaire. Défis dont nous mesurons tous et nous savons tous qu'ils ne se limitent pas à un seul département ministériel, aussi vaste soit-il, mais d'une volonté politique qui embrasse toute notre action. Permettez-moi également de saluer Madame Roxana Maracineanu, qui portera haut les couleurs du sport français. Monsieur le Premier ministre, la ville de Tours a accueilli de grands moments de notre histoire. Notre ami Philippe Chalumeau, qui est député de ce département, a eu l'occasion de nous le rappeler avec ses collègues. Et aujourd'hui, tout simplement, c'est un moment de grande unité et de détermination dans l'action que nous partageons ici même à Tours. Pays de vin, permettez-moi de vous dire que l'an 2 sera un grand cru, soyez-en sûrs. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mes chers amis, nous sommes à Tours. En cas où ça aurait échappé à quelqu'un. Nous sommes à Tours. Et la liste des écrivains qui sont nés à Tours ou qui ont un lien avec cette ville est tout à fait impressionnante. Ça commence avec Grégoire de Tours. Ça se poursuit avec Rabelais, avec François Villon et Ronsard, avec Descartes, avec Balzac, qui naît ici en 1799, avec Courteline et Anatole France, dans des genres assez différents, avec Paul Nizan, avec Léopold Sédar Senghor, qui enseigne une bonne partie de sa vie au lycée Descartes et qui écrit beaucoup à Tours, avec bien d'autres encore. Tours, donc, est une ville d'écrivains. Et je voudrais commencer mon propos en vous parlant de deux écrivains, Jim Harrison et Aristophane. Jim Harrison est mort il y a quelques années, après une vie intense. Il était tout à fait francophile, mais je ne sais pas s'il aimait Tours. On lui doit notamment la nouvelle qui a inspiré le film, tourné avec Brad Pitt, je le dis pour les plus cinéphiles d'entre nous, sous le titre de Légende d'automne. Je ne vais pas vous parler de Légende d'automne. Mais on doit à Jim Harrison une autobiographie assez fascinante, dont le titre en français ne manque pas d'intérêt, c'est « En marge ». En marge. Et dans « En marge », Harrison reprend à son compte une très belle formule d'Aristophane, qui lui aussi est mort il y a quelques années, et qui, pour le coup, je suis affirmatif, ne connaissait pas Tours. Aristophane, c'est dans les nuées, a cette formule, je ne la fais pas en grec, tourbillon et roi. Tourbillon et roi. Il faut bien reconnaître
que dans la vie publique, dans la vie politique singulièrement, tourbillon est souvent roi. Le tourbillon de l'actualité, le tourbillon des rumeurs, le tourbillon des petites phrases, des polémiques, des dépêches, des réponses aux petites phrases qui entretiennent les polémiques et qui suscitent de nouvelles dépêches. Le tourbillon que vous connaissez tous, que nous connaissons tous et que nos concitoyens connaissent et subissent, dans un mélange dont on peut dire qu'il est à la fois paradoxalement fait de fascination et d'agacement. Ce tourbillon existe et il ne nous appartient pas d'imaginer ou d'espérer qu'il puisse ne pas exister. Il est là. Mais il présente un inconvénient majeur, qui est souvent de nous interdire de voir l'essentiel et d'expliquer l'important. Et il peut même, ce tourbillon, comme le font parfois les tourbillons, nous piéger en nous tirant vers le bas et en nous interdisant d'avancer. C'est pourquoi je vous propose ici, à Tours, pour quelques instants, de détrôner le tourbillon et de nous consacrer à l'essentiel. L'essentiel, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord, lorsque on s'engage dans une action collective, de saluer ses amis et de les féliciter pour leur succès et pour leur engagement. Je voudrais donc, chers amis, remercier et féliciter Richard Ferrand pour son élection hier, pour l'organisation de ces journées parlementaires. Mais peut-être plus encore pour la qualité de la relation que nous avons nouée. Ça n'était pas écrit, Richard, mais ça s'est fait. Et ça s'est fait avec beaucoup de confiance, beaucoup d'écoute, beaucoup d'intelligence de la part de Richard. Et j'ai aimé que nous puissions nouer cette relation et je me réjouis que le groupe t'ait accordé sa confiance pour que tu puisses soumettre ta candidature à la présidence de l'Assemblée nationale. Je voudrais aussi, vous me le comprendrez aisément, remercier François Patria pour son engagement quotidien au Sénat à la tête de notre groupe et lui dire que je n'oublie pas et que je n'oublierai pas la chaleur de son accueil lorsque j'ai fait mes premiers pas au Sénat et lorsque, d'une certaine façon, nous avons commencé, lui et moi, à travailler ensemble. Je le cherche des yeux, il est là. Merci François. Permettez-moi aussi de remercier et de féliciter Barbara Pompili, Sandra Motin et Philippe Folliot pour leur candidature et pour leur campagne. Se présenter à une élection, vous le savez parfaitement, n'est jamais neutre. Le faire parce que l'on veut dire des choses, parce qu'on représente quelque chose, est toujours estimable. Je voudrais les remercier et les féliciter. L'essentiel, c'est aussi, c'est peut-être même surtout, ce que nous croyons bon pour la France et bon pour les Français. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons faire. C'est le projet présenté aux Français par le Président de la République et la façon dont nous allons le mettre en œuvre. Beaucoup d'entre vous me l'ont rappelé hier soir et certains ce matin. Il m'est arrivé de vous dire il y a un an, lorsque les choses semblaient simples, qu'elle deviendrait plus difficile. Je ne vous ai pas menti. Mais, à la vérité, mes amis, comment pourrait-elle être facile? Réparer un pays qui va mal, relancer une Europe qui doute, redonner confiance en la politique, se départir du cynisme et de l'électoralisme de court terme, remettre à l'endroit des politiques publiques qui se sont dispersées depuis des décennies faute de cap et de cohérence. Réussir les transitions incroyablement urgentes et en même temps si délicates qui nous sont imposées. Obtenir des résultats visibles. Rien de cela n'est facile, rien de cela n'est rapide. Faire tout cela dans le maelstrom des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux, qui écrasent le temps et qui nivellent les nuances, c'est encore plus difficile. Vous avez décidé, nous avons décidé, il y a plus d'un an,
de faire face à cette difficulté, de l'affronter, alors même que nous la pressentions. Vous avez décidé, nous avons décidé de suivre le président de la République et de construire la France que nous voulons. Et vous avez décidé d'affronter le jugement des Français. Et je voudrais vous dire, chers amis, que c'est pour moi un honneur autant qu'un plaisir d'être avec vous depuis hier pour évoquer la suite. Je vais peu parler de ce que nous avons fait depuis un an. J'en suis fier, vous devez en être fiers, et je vous remercie de ce travail collectif. Je vous remercie aussi très sincèrement de la confiance que vous m'avez témoignée tout au long de ces mois, et toujours dans les moments les plus intenses et les plus délicats. Vous aurez sans doute remarqué qu'en politique, on est toujours jugé. On est jugé par les électeurs, et c'est tant mieux. On est jugé par les sondages, et c'est comme ça. On est jugé par les oppositions, et c'est rarement bienveillant. On est jugé par les éditorialistes, et c'est souvent curieux. Souvent, moi, le matin, j'écoute France Inter. Oui, je sais. Parfois, ça cause des surprises. Ça... Merci. Mais bon, j'écoute France Inter. J'aime bien les autres matinales. Mais comme beaucoup de Français, j'ai mes habitudes. Et il se trouve que moi, le matin, j'écoute France Inter. Et il est courant sur France Inter qu'un de ces éditorialistes, intelligents, parfaits connaisseurs de la vie politique, que j'aime bien, nous explique que le macronisme, entre guillemets, même à l'oral on entend les guillemets, ne serait ni une vision de la France, ni un appareil intellectuel et politique défini. Donc au fond, il ne serait au mieux qu'un pragmatisme. Je m'inscris totalement en faux contre cette idée, qui me semble totalement erronée. Le président de la République porte, depuis le début, et avec une exigence de cohérence systématique, un projet clair, celui d'une France de l'émancipation et de la solidarité réelle, celui d'une France puissante dans une Europe forte, et celui d'une France à la hauteur des défis incroyables que nous devons relever. Une France de l'émancipation. Une France de l'émancipation, c'est une France où nos concitoyens sont libres de pouvoir faire des choix et de les assumer. C'est une France où l'ascenseur social fonctionne à nouveau. C'est une France où le mérite républicain reprend tout son sens. C'est exactement pour construire cette France, en ayant à la fois la lucidité et l'humilité de savoir que certaines choses avaient été faites avant nous et que ce que nous faisons prendra du temps à porter ses fruits. Mais c'est exactement la raison pour laquelle, avec Muriel Pénicaud, nous avons fait voter cette loi sur le dialogue social et sur la réforme de l'apprentissage pour faire en sorte, notamment, que, bien éclairés, les collégiens, les lycéens puissent prendre des décisions qui leur permettent de faire le choix réel d'aller vers l'apprentissage ou de ne pas y aller. Un choix réel, et pas un choix par défaut, un choix comme contraint, un choix réel, fondé sur des informations crédibles, solides, qui leur permet de prendre leur destin en main. C'est exactement ça, la France de l'émancipation. C'est la raison pour laquelle, avec Bruno Le Maire, nous allons vous présenter, dans le courant du mois de septembre, à la fin du mois de septembre, ce projet de loi Pacte, qui vise justement à faire en sorte que ceux qui ont le désir d'entreprendre puissent l'assouvir, que lorsqu'on entreprend et lorsqu'on réussit, on puisse mieux associer les salariés et la réussite, et notamment la réussite financière de l'entreprise à travers le développement de l'intéressement et la participation. Richard en disait un mot à l'instant. C'est exactement la raison pour laquelle, avec Frédérique Vidal, nous avons mis en œuvre Parcoursup, pour faire en sorte que les choix d'orientation qui mènent à l'enseignement supérieur, qui sont véritablement des choix d'émancipation, ne soient pas laissés au hasard du tirage au sort ou à l'aléatoire d'un logiciel lambda. Dans Parcoursup, il y a le jugement humain, l'information constante sur la portée des choix que font les lycéens pour entrer dans l'enseignement supérieur et l'accompagnement des lycéens dans l'enseignement supérieur pour que cet enseignement supérieur soit synonyme de succès et non pas de machine à produire de l'échec, de la sélection et finalement de la frustration. C'est ça, une société de l'émancipation.
C'est exactement pour cela qu'avec Jacques Mézard et Julien Denormandie, nous avons voulu mettre en œuvre une politique qui nous permette globalement et rapidement, si possible, de rompre avec ce que le président de la République désigne souvent sous le terme d'assignation à résidence, c'est-à-dire, au fond, le contraire de l'émancipation. Lorsque vous êtes comme surdéterminé par votre milieu et surtout par votre lieu de naissance ou d'habitation. Comment faire en sorte pour que nos concitoyens se saisissent réellement des chances qui peuvent leur être offertes et puissent aller au bout de ce qu'ils sont réellement, plutôt que de subir ce que l'on pense, ce que l'on veut ou ce que l'on constate qu'ils devraient être. C'est ça la logique qui irrigue les politiques que nous mettons en œuvre. Et c'est aussi la raison pour laquelle, de façon systématique, nous essayons de privilégier le travail, la rémunération du travail, l'accès ou le retour au travail, dans toutes les politiques, qu'elles soient économiques, qu'elles soient sociales, qu'elles soient sectorielles. Nous savons que notre pays, globalement, sera plus prospère si le travail est valorisé. Et nous savons que cette société de l'émancipation passe par une forme, non pas de réussite généralisée, mais par le fait que nos concitoyens puissent avoir à nouveau accès à un travail qui paye, à un travail qui est valorisé socialement beaucoup plus que toute autre forme d'activité. Une France de l'émancipation, donc, qui est au cœur du projet du président de la République, au cœur du projet que vous portez. Une France de solidarité réelle. Nous n'avons pas inventé ce terme de solidarité. Et nous ne sommes pas les seuls à porter cette exigence. Elle est très largement partagée par nos concitoyens et elle est très souvent portée par les forces politiques de notre pays. Mais trop souvent, et vous le savez parfaitement, et nos concitoyens le savent parfaitement, trop souvent, cette solidarité s'est résumée à des déclarations de droits et à des versements monétaires. Et il nous paraît que ça n'est pas véritablement de la solidarité, ou plus exactement que ça n'est pas de la solidarité réelle. Ce gouvernement, cette majorité sont déterminés à faire en sorte que l'ensemble des politiques publiques, et à l'intérieur de l'ensemble des politiques publiques, les politiques sociales, bien entendu, soient passées au crible de la réalité de ce qu'elles produisent. Pas simplement de leurs intentions, qui sont nobles, évidemment. Pas simplement de leurs moyens, qui sont importants. De l'efficacité, le mot n'est pas tabou, de la capacité qu'elles ont à produire l'effet qu'on en attend. J'entends parfois des commentateurs, et parfois des opposants, c'est assez naturel s'agissant des opposants, dire que le gouvernement ne marcherait pas sur ses deux jambes. Il n'y a rien de plus faux. Et je voudrais le dire, et le dire clairement. Dès les premiers jours, avec Jean-Michel Blanquer, nous avons porté cette mesure essentielle, qui produira des effets dont je suis persuadé, intimement persuadé, qu'ils se verront et qu'ils seront massifs au fur et à mesure de l'application de cette mesure, qui est le dédoublement des classes en CP, en CE1, dans les zones REP et REP+, dans notre pays. Cette mesure est une mesure de justice sociale. Jean-Michel, ce n'est pas une mesure éducative, c'est évidemment une mesure éducative. Et heureusement que c'est une mesure éducative, parce que si elle était simplement déclaratoire, elle serait absurde. Mais c'est une mesure de justice sociale, au sens où dans les endroits où les difficultés sont concentrées dans la République, nous mettons le paquet au tout début de la scolarisation pour faire en sorte que la maîtrise de la lecture, la maîtrise de l'écriture, la maîtrise du calcul, la maîtrise aussi d'une certaine forme de comportement et de bienveillance puisse être acquis, puisse être développée. C'est absolument essentiel. Et cet automne, avec Agnès Buzyn et Muriel Pénicaud, nous lançons pas moins de 6 chantiers majeurs, ou nous poursuivons 6 chantiers majeurs qui sont tous sociaux, dans des registres et avec des méthodes différentes. Dans les jours qui viennent, ce sera la présentation par le président de la République du plan de lutte contre la pauvreté et du plan de transformation du système de santé et de l'hôpital. On a là 2 sujets absolument majeurs. Comment faire en sorte de passer à des dispositifs efficaces qui sont adaptés à la réalité des problèmes que nos concitoyens rencontrent et qui vont nous permettre
dans le temps de produire des effets majeurs. La question de la retraite, des retraites et de la dépendance. Nous avons fixé le calendrier de cette réforme. Les réflexions ont commencé en janvier 2018, elles se poursuivent. Au mois d'octobre, nous aurons un rendez-vous public, collectif, pour dire ce que nous retenons de cette première phase de consultation et de discussion, et puis nous engagerons les réflexions pour la deuxième phase, afin, dans le courant de l'année 2019, de proposer au Parlement le projet de loi qui viendra mettre en musique les engagements pris par le Président de la République devant les Français. Faire en sorte que le système des retraites soit plus juste et plus durable est un impératif national de solidarité, de cohésion nationale. Nous allons le faire. Et nous le faisons avec méthode. Nous prenons notre temps, parce que le sujet est redoutablement complexe, c'est vrai, parce que les attentes des Français sont considérables, et c'est normal. Ce sera dans le courant de l'année 2019. Et ça ne contribuera pas, cher Richard, à dédensifier le calendrier parlementaire, crois-moi. Avec cette réflexion sur les retraites, la réflexion sur la dépendance. Parce qu'il serait absurde de traiter les deux sujets de la même façon, mais il serait absurde aussi de les déconnecter complètement. Nous devons réfléchir, mettre en œuvre des mécanismes de financement, des mécanismes d'adaptation dans notre société. C'est aussi une forme de transition au vieillissement de la société et à cette question de la dépendance qui se pose de plus en plus tard pour un nombre de plus en plus grand de Français et auxquels nos concitoyens doivent répondre souvent pour leurs parents de plus en plus tard dans leur vie professionnelle. Et il y a une transformation majeure. On doit s'y préparer, pas simplement individuellement, collectivement. Je ne dis pas que rien n'a été fait dans le passé, mais les systèmes de financement ne sont pas clairs et certainement pas à la hauteur des enjeux. C'est quelque chose que nous allons aborder en même temps que la réforme des retraites à l'horizon 2019. Une mission a été lancée récemment et confiée récemment. Agnès Buzyn est à la manœuvre sur le sujet. Ce sera dans le courant de l'année 2019, je le dis là encore, une réforme majeure qui, si elle est réussie, constituera, je vous le dis comme je le pense, un extraordinaire motif de fierté pour cette majorité. Et puis, deux chantiers très importants en matière sociale, là encore, qui, eux, s'inscrivent dans le cadre d'une négociation, d'une discussion avec les organisations syndicales et patronales. La réflexion sur la transformation de l'assurance chômage, visant notamment et de façon systématique à favoriser le retour à une activité durable. Et puis la réflexion sur la santé au travail, qui est une réflexion très vaste, qui n'est pas simplement liée à la prévention des accidents du travail, qui est liée aussi à ce que doit être la médecine du travail, à ce que peut être demain les modes d'indemnisation des arrêts maladie. Notre objectif, c'est d'avoir cette discussion nourrie avec les organisations syndicales et patronales sur un sujet dont tout le monde sait qu'il est important, avec des conséquences sur la qualité de vie, sur la santé, bien sûr, individuelle, sur le bon fonctionnement des entreprises, mais qui est très peu objet de discussion ou de négociation interprofessionnelle. Nous pensons que c'est un bon sujet, il est à l'ordre du jour, il a été soumis aux organisations syndicales et patronales, et j'espère que nous saurons faire prospérer ce débat pour trouver les bonnes solutions. Une France qui compte dans une Europe ambitieuse. Le discours de la Sorbonne a marqué les esprits. L'action du président et du gouvernement nous ont permis d'obtenir des décisions utiles pour les Français. Je pense notamment à la révision de la directive travailleurs détachés. Elle n'avait rien d'acquis au moment où elle a été engagée. Et d'ailleurs, tout le monde nous promettait l'échec si nous disions que nous voulions obtenir plus que le compromis qui avait été discuté avant nous. Eh bien, nous avons mis ce sujet, qui est un sujet important de protection pour les salariés français et de développement pour les entreprises françaises. Nous l'avons mis sur la table, nous avons consacré beaucoup d'énergie à convaincre nos partenaires, nous avons su créer des majorités, des partenariats, et nous avons obtenu l'essentiel de ce que nous souhaitions et un compromis bien plus favorable que celui qui avait été initialement envisagé. Enfin, une France puissante, ça n'est pas un gros mot. Une France puissante, capable de défendre ses intérêts. Elle en a partout dans le monde. Capable de montrer le chemin aussi. Notre monde est dangereux. Il est rempli de gens qui ne veulent pas forcément notre bien et il est confronté à des déséquilibres qui ne peuvent que renforcer sa dangerosité.
C'est la raison pour laquelle, là aussi, de façon assumée, claire et massive, nous avons consenti un effort important sur nos moyens en matière de défense, en matière de justice, en matière de sécurité intérieure, parce que nous devons être à la hauteur des menaces ou des risques qui nous entourent ou qui sont présents sur notre territoire. Et puis aussi, et enfin, une France aux avant-postes de cette transition écologique dont nous mesurons avec nos mots, dont nous mesurons tous l'urgence et l'immense risque qu'elle représente dans l'hypothèse où nous ne serions pas à la hauteur. Un mot à ce sujet pour redire d'abord le plaisir qui a été le mien de travailler avec Nicolas Hulot au gouvernement et le plaisir qui est le mien et qui est celui, je le sais, de l'ensemble des membres du gouvernement, d'accueillir au sein du gouvernement François de Rugy. Le fait que François de Rugy ait accepté la proposition qui lui a été faite, qu'il ait accepté de passer de la présidence de l'Assemblée nationale à un grand ministère d'État en charge de la transition écologique et solidaire, est tout sauf neutre. Et contrairement à ce que j'ai pu lire, ça n'a rien d'une mauvaise manière qui aurait été faite par l'exécutif ou par l'ancien président de l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale. Au contraire, si véritablement le sujet est urgent, et il l'est, si véritablement il exige un éveil des consciences et une transformation pratique, réelle, juridique, financière, économique, humaine, alors il faut s'en saisir à bras-le-corps. Alors on ne peut pas dire « c'est très important, mais je ne m'en occupe pas, parce que j'ai par ailleurs une autre mission ». Ce que François Rugy a fait, en acceptant la proposition qui lui était faite, c'est dire explicitement que ses convictions profondes, déclarées depuis très longtemps, justifiaient le fait de descendre dans l'arène politique, dans le réel, de se confronter aux difficultés, parfois aux contradictions de notre société, parfois à nos contradictions propres, pour faire avancer la cause et pour obtenir des résultats. C'est un choix qui l'honore, je le dis d'autant plus clairement qu'il a parfois été critiqué. C'est un choix qui l'honore et qui nous honore tous. Et nous serons, les amis, nous serons à la hauteur des enjeux nationaux et internationaux, sur le plan climat, sur le plan biodiversité, comme nous avons commencé à l'être sur des sujets, je sais qu'ils suscitent moins d'excitation, moins d'intérêt même peut-être dans le grand public, qu'ils sont moins spectaculaires. Mais ce qui a été fait, d'ores et déjà, au terme de cette première phase des Assises de l'eau, avec Sébastien Lecornu et Jacqueline Gouraud, ce qui a été fait dans le cadre de la feuille de route de l'économie circulaire avec Brune Poirson, tout cela n'est pas spectaculaire, c'est vrai, mais est essentiel, absolument essentiel, si on veut être justement à la hauteur des enjeux généraux et urgents qui ont été soulignés par Nicolas Hulot, sur lequel il a appelé à notre mobilisation. Alors bien sûr, nous n'avons sans doute pas toujours pu avancer aussi vite que nous l'aurions voulu. Et c'est la réalité de l'action politique. Mais regardons le chemin parcouru. Expliquons ce que nous avons fait. Depuis un an, je prétends que la France a bien plus fait en la matière que ses principaux voisins et que la plus grande partie des pays de l'OCDE. Je ne dis pas que c'est suffisant. Je dis qu'on ne peut pas avancer si on ne dit pas que nous avons déjà commencé ce chemin, qui avait d'ailleurs été commencé avant nous, et heureusement. La partie n'est pas gagnée. Mais nous n'avons pas renoncé. Et je sais que vous n'avez pas renoncé. Chers amis, nous avons beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Et nous devons le faire en ayant toujours à l'esprit que la politique, c'est d'abord et avant tout une vision pour son pays, une action collective. C'est une action collective faite par des individus, c'est vrai, qui veulent dire ce qu'ils apportent, qui veulent exister, c'est vrai. Mais vous savez qu'en politique, la seule chose qui produit un effet, un vrai effet, c'est l'action collective.
La politique, c'est aussi une confrontation au réel. La politique, c'est pas simplement le monde des idées. Ça doit toujours être le monde des idées. Quand il n'y a plus d'idées, il ne se passe plus rien. Ça doit être le monde des idées. Mais c'est aussi une confrontation réelle. Une vraie confrontation réelle. Avec ce que le réel peut avoir de pesant, avec ce qu'il a de formidable, avec sa dimension humaine, avec ses contradictions, avec ses limites, avec ses contraintes, ses moyens limités, ces choix qui ont été faits avant et qui déterminent les choix qu'on peut faire après. Cette confrontation au réel, c'est le cœur de l'action publique, le cœur de l'action politique. Et nous ne devons jamais la perdre de vue, car de toute façon, elle s'impose à nous. C'est le lieu de rencontre d'injonctions qui sont toujours paradoxales. Le long terme versus le court terme. Sur le papier, tout le monde vous dira la bonne politique, c'est celle qui prévoit le long terme et qui prend en compte le long terme et qui vise le long terme. Et c'est vrai. Mais le court terme est toujours là. Il existe. Il est fait d'impatience. Il est fait de demandes criantes. Il est fait d'injustice. Il est fait d'inquiétude. On ne peut pas ne pas le prendre en compte. C'est la tension toujours renouvelée entre l'urgence qui est accessoire et l'essentiel qui est parfois invisible. C'est la tension entre la nécessaire hauteur et la demande de proximité. Demande parfois paradoxale, parfois contradictoire, mais dont on ne peut privilégier aucun des deux termes ou aucune des deux branches sans prendre le risque, justement, d'échouer à faire ce pourquoi on a été élu. C'est la tension entre la fermeté et la souplesse. La fermeté est nécessaire, mais la souplesse aussi. L'importance des enjeux, l'ampleur de ce que nous avons engagé, la complexité inhérente à toute action politique, tout concourt, mes amis, à ce que nous soyons confrontés à un exercice que certains jugent difficile. Je le trouve, pour ma part, passionnant et exaltant. Et pour être à la hauteur de ces enjeux, pour réussir collectivement, je crois que nous devons rester nous-mêmes. Rester nous-mêmes, c'est singulièrement rester en marche, c'est-à-dire libérer, protéger et unir. C'est conserver, chevillé au corps, la nécessité même du en même temps que soulignait Richard il y a quelques instants. C'est rester humble et déterminé et ambitieux. Ça n'est pas incompatible. C'est même indispensable d'être humble et déterminé et ambitieux en même temps. Rester nous-mêmes, c'est rester calme et solide. Nous avons, je vous l'ai déjà dit, je le redis parce que je le crois profondément, cette responsabilité incroyable d'être aux manettes à un moment où les enjeux sont considérables. Nous devons garder l'enthousiasme et l'ambition de la présidentielle et des législatives, et je pense que nous devons aussi les nourrir du calme des vieilles troupes qui permet de gagner les longues batailles. Vous savez parfaitement qu'on nous dira 1000 choses au fur et à mesure de notre avancée. On nous fera 1000 reproches. Nous ne devrons jamais les ignorer, mais ils ne doivent pas nous freiner. On nous reprochera nos hésitations lorsque nous serons exigeants. Et vous l'avez vu sur la question du prélèvement à la source. Le président de la République a été exigeant, et pas un peu exigeant, extrêmement exigeant, avec le gouvernement, avec les services de l'administration fiscale, et à juste titre. Cette exigence est indispensable. Elle est non seulement justifiée et légitime, mais elle est nécessaire. Eh bien, vous verrez, lorsque nous sommes exigeants, certains diront que nous sommes hésitants. On nous reprochera notre irrésolution lorsque nous serons nuancés. On nous reprochera notre brutalité ou notre pusillanimité, cela dépend de qui s'exprimera, lorsque nous avancerons. On cherchera à discerner dans notre groupe, dans nos groupes, des divisions quand il y aura des débats, mais vous inquiétez pas, on dénoncera notre servilité lorsque nous serons unanimes. On cherchera à enfoncer des coins entre les membres du gouvernement
ou plus incroyable encore, des nuances entre le président de la République et le Premier ministre. Permettez-moi de vous dire que ceux qui s'avanceront dans son chemin ont intérêt à prendre des provisions, car ils seront bien seuls et ils n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. On nous dira, on le dit déjà parfois, que nous sommes trop tendres lorsque nous dirons nos doutes et trop durs lorsque nous les aurons dépassés. On nous dira 1000 choses, et c'est très bien ainsi. Mais à nous, il reviendra de faire. Le président de la République a raison de dire que la France se transforme par à-coups et rattrape son retard à grands pas. J'ai la conviction, je l'ai dit dès mai 2017, que nous sommes dans un de ces moments français et que nous devons le saisir et que nous ne devons pas le gâcher. Cette année, mes amis, va être une année de bagarre politique et pacifique, mais de bagarre, avec une échéance majeure, pas uniquement pour nous, mais pour l'avenir de plus de 400 millions d'Européens. J'en parle maintenant parce que tout le monde y pense, vous aussi, on l'a évoqué lors de la réunion qui a précédé tout à l'heure. Alors je voudrais en dire quelques mots. D'abord, depuis l'été, les choses sont assez claires. D'un côté, on trouve ceux qui pensent qu'en dépit de ses imperfections, l'Europe demeure la meilleure voie pour la paix et pour la prospérité en Europe, qu'il faut en mesurer les limites, mais qu'il faut la défendre. Que la défendre est notre devoir compte tenu du passé et notre intérêt compte tenu de ce qui arrive. Que la meilleure manière de la défendre, c'est encore de poursuivre sa construction. Une construction dont nous voyons bien qu'elle s'est ralentie et qu'à certains égards même, et sur certains sujets, elle s'est arrêtée. Pour la poursuivre, il faut offrir aux Français et aux Européens un vrai projet politique, un projet qui réponde à leurs attentes, qui ne sont plus celles de leurs parents ou de leurs grands-parents, qui ne sont plus celles qui découlaient de l'histoire de l'Europe en 1945, mais qui sont des attentes réelles. C'est toujours la paix, c'est la prospérité économique, mais c'est aussi la lutte contre le réchauffement climatique, c'est la régulation financière, c'est la justice sociale, c'est la sécurité en Europe et au-delà des frontières de l'Europe, parce que ces deux dimensions sont évidemment liées. C'est la lutte contre l'immigration illégale et la protection des réfugiés politiques. C'est la protection des frontières de l'Union. Le président de la République a eu l'occasion à plusieurs reprises de présenter sa vision. Cette vision, nous la partageons, nous la défendrons et nous devons en expliquer la nécessité historique. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui sont moins clairs, ceux qui veulent rétablir des frontières, ceux qui veulent rétablir des monnaies nationales, ceux qui veulent se retirer du marché commun ou ne plus respecter la solidarité entre les États, ceux qui veulent ne plus respecter les valeurs qui ont fondé la construction européenne. Après tout, c'est leur droit. Je note tout de même qu'après avoir expliqué que chacun serait mieux tout seul, de son côté, leur premier réflexe, c'est d'essayer de s'unir avec leurs homologues européens, ce qui est sans doute la meilleure preuve d'une certaine forme de vanité de leur position. Il y a ceux qui nous disent que les chrétiens démocrates, qui ont été, avec d'autres, à l'origine de la construction européenne, doivent être parfaitement à l'aise avec Orban et Salvini, dans la même formation politique. Je ne peux pas croire qu'ils partagent, au fond, les mêmes valeurs. Je ne peux pas le croire. Mais je ne vous cache pas que parfois j'ai des doutes. Il y a ceux qui nous disent que sortir de l'Union, c'est recouvrer sa liberté, sa souveraineté. Je regarde nos amis britanniques. Ils ont choisi, ils ont voté, et leur choix est respectable, et doit être respecté. Mais je ne peux pas m'empêcher de constater que ceux qui avaient milité le plus bruyamment, le plus intensément en faveur du Brexit, en ont profité politiquement avant de laisser à d'autres le soin d'en assumer les conséquences politiques. Et quelque chose me dit qu'ils n'en assumeront pas non plus les conséquences économiques ou sociales, en tout cas moins que l'ouvrier gallois ou l'agriculteur d'Irlande du Nord. Il y a ceux qui nous disent qu'essayer le populisme, c'est être moderne. Elle a déjà essayé le populisme, l'Europe. Ça n'a rien de moderne, et ça ne lui a jamais réussi.
Deux visions, donc, deux avenirs aussi, très différents, dont la confrontation n'est au fond que cet éternel combat que décrivait André Gide quelques jours avant sa mort dans son journal, entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Le combat entre ce qui est raisonnable et ce qui ne l'est pas. Il nous reviendra, mes amis, de rassembler ceux qui veulent livrer ce combat avec nous, en France et en Europe. C'est la première fois que l'élection européenne posera de façon explicite la question de savoir si nous voulons construire ou déconstruire l'Union. Alors bien sûr, certains essaieront de faire de cette question une question de politique nationale. Certains essaieront de nous faire croire qu'il y a un plan B à l'Europe. Ne nous y trompons pas. La seule vraie question à ce stade pour l'Europe, c'est to be or not to be. C'est vraiment la question. Et comme nous voulons qu'elle vive, comme nous voulons qu'elle vive, comme nous voulons qu'elle existe, comme nous voulons qu'elle soit forte, nous aurons besoin d'alliés qui pensent comme nous, et peut-être même un peu différemment de nous, en France et dans l'Union européenne, mais qui partagent nos convictions profondes. C'est comme ça que nous remporterons cette bataille. Chers amis, nous serons aux côtés du président de la République, cette voie de la raison, la voie de la responsabilité, la voie de l'effort, de l'efficacité, de la constance, la voie de la grandeur et de l'ambition au service des valeurs de la République. Une République que vous avez remise en marche vers plus de liberté, vers plus de sécurité, vers plus de cohésion. Une République dont nous assumerons sans relâche la transformation pour construire la France de demain, la France que nous voulons, une France émancipée, une France solidaire, une France puissante, une France à la hauteur des enjeux de notre temps, qu'ils soient européens ou mondiaux. Je voudrais vous dire, mais je pense que vous le savez, mais je voudrais quand même vous le dire, que l'ensemble du gouvernement, chacun de ses membres, et collectivement, que le Premier ministre sont absolument déterminés pour aborder cette phase qui s'engage avec votre soutien au service du projet du Président de la République. Je vous remercie. Et nous poursuivons donc cette émission spéciale sur les chaînes parlementaires avec nos invités en plateau. Samuel Le Goff, merci d'être avec nous, journaliste à Contexte. Christelle Bertrand, vous êtes journaliste éditorialiste pour le groupe La Dépêche. Emmanuel Rivière, directeur de Kantar Public France. Et Benjamin Morel qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Vous êtes docteur en sciences politiques. Alors on vient d'écouter le Premier ministre qui s'est exprimé devant le groupe majoritaire pendant quelques 45 minutes. Le Premier ministre qui est actuellement applaudi très largement par l'ensemble des députés de La République En Marche. Il se trouve aux côtés de Richard Ferrand, président du groupe La République En Marche, candidat pour le Perchoir, et puis de François Patriat, président du groupe La République En Marche au Sénat. Édouard Philippe qui s'est exprimé après Richard Ferrand qui a parlé de l'an 2 du quinquennat. Est-ce que c'est vraiment une nouvelle ère qui s'ouvre aujourd'hui pour La République En Marche et pour cette majorité ? C'est pas vraiment une nouvelle ère, au contraire, c'est la continuité ou l'assurance de la continuité. En préférant Richard Ferrand, par exemple, à Barbara Pompili, Emmanuel Macron s'assure la présence d'un fidèle à l'Assemblée nationale pour mener, et Richard Ferrand l'a rappelé, à bien des textes importants comme la loi Pacte, mais surtout la réforme constitutionnelle. Et Richard Ferrand, dès le début de son discours, rappelle cette fidélité, cette solidarité. Il dit « Nous n'avons jamais fait défaut et nous ne ferons jamais défaut ». Donc ça veut dire qu'il assurera une présidence de l'Assemblée nationale qui sera un soutien au président de la République, un soutien à la politique mise en œuvre par le Premier ministre, et pas ces présidences de l'Assemblée nationale qu'on a pu connaître par le passé, qui avaient une forme de recul par rapport à la politique menée par l'exécutif, sans être dans la défiance. Là, ce sera du soutien pur et simple. Samuel Le Goff, donc en 2 du quinquennat, mais pour poursuivre finalement dans la même voie que ce qui a été entrepris depuis un an. Le changement de méthode n'est pas à l'ordre du jour, c'est évident. D'ailleurs, une petite réponse à Richard Ferrand sur la densification de l'agenda parlementaire. Je pense que ça va encore être une année très chargée, mais on voit quand même qu'il y a un infléchissement sur les sujets. Par exemple, la révision constitutionnelle n'a pas été abordée. La question des territoires,
évasif. Par contre, l'écologie, les politiques sociales, l'Europe, voilà un peu les grands axes d'un nouveau cycle. Et en même temps, c'est vrai que c'est une façon pour lui aussi de clore une période de difficulté en disant on recommence un nouveau cycle, donc on oublie le précédent et c'est reparti et on relance. Parce qu'effectivement, il y a une machine à relancer quand même qui est un peu essoufflée. Le Premier ministre qui a affiché effectivement sa détermination. Il s'est dit plusieurs fois déterminé avec le Président de la République à avancer vers les réformes promises. Oui, mais comme l'a dit Samuel Le Goff, c'est-à-dire qu'on voit que le Premier ministre appuie sur les réformes qui sont en fait les plus consensuelles dans la majorité, celles qui permettent de réunifier une majorité dans laquelle on voyait quelques lignes de fracture. Donc là, notamment sur les questions écologiques, on voit qu'il est relativement volontariste pour justement, à la fois volontariste en même temps dans la défense du bilan pour essayer de réparer quelques fractures qui ont pu être ouvertes avec la démission de Nicolas Hulot et la non-élection de Barbara Pompili. Donc on voit qu'il y a une tentative de reconstruire l'unité, ce qui est vraiment l'alpha et l'oméga, je trouve, de ce discours, reconstruction de l'unité à la fois contre ceux qui nous en veulent, La République en marche, avec une attaque en demi-teinte des médias, des chaînes d'infos en continu, des opposants, etc. Et unité également dans la perspective, dans les réformes, mais également dans une bataille qui est très importante symboliquement et sur laquelle il s'est beaucoup engagé, qui est la bataille des européennes, dont on voit que là, il y a une vraie velléité offensive vis-à-vis des populismes et même vis-à-vis des chrétiens démocrates, donc vis-à-vis de l'Allemagne d'Angela Merkel. Donc on voit que là, on est quand même à la fois dans un syndrome de citadelle assiégée et dans un syndrome de volontarisme de sortir de cette citadelle pour remporter des victoires. Unité, effectivement, alors que le discours du Premier ministre s'inscrit dans un contexte difficile pour la majorité, pour le chef de l'État en cette rentrée. On va revenir sur ces paroles d'Édouard Philippe il y a quelques instants. Réparer un pays qui va mal, relancer une Europe qui doute, redonner confiance en la politique, se départir du cynisme et de l'électoralisme de court terme, remettre à l'endroit des politiques publiques qui se sont dispersées depuis des décennies faute de cap et de cohérence, réussir les transitions incroyablement urgentes et en même temps si délicates qui nous sont imposées, obtenir des résultats visibles. Rien de cela n'est facile, rien de cela n'est rapide. Faire tout cela dans le maelstrom des chaînes d'infos en continu et des réseaux sociaux, qui écrasent le temps et qui nivellent les nuances, c'est encore plus difficile. Emmanuel Rivière, le Premier ministre parle de réforme en profondeur, finalement, de la France. C'est sur cette promesse qu'a été élu Emmanuel Macron ? Il est très bien choisi, le sonore que vous avez pris, parce que ça résume effectivement la difficulté dans laquelle se trouve maintenant la nouvelle majorité. Emmanuel Macron est le fruit d'une impatience. C'est parfaitement résumé. Et on est dans cette tension entre le fait que les Français comprennent que tout cela prend du temps, que ça ne se résoudra pas du jour au lendemain. Mais à force d'insister sur le fait que les précédents gouvernements prenaient les choses à l'envers, qu'ils ne prenaient pas le taureau par les cornes, qu'il manquait de courage, les gens peuvent se dire aussi, bon, très bien, alors puisque les autres étaient si nuls, et que maintenant ils prétendent être bons, ça devrait commencer à se voir. Et on est dans ce tournant où on est sorti de cet attentisme où les gens se disaient oui, ça va pas se voir du jour au lendemain, et où on tarde à Là, les Français, ils sont en attente de résultats, ils commencent à devenir très impatients. C'est ce que vous ressentez, vous, dans les enquêtes ? D'une part, et puis il y a un mécontentement sur la direction prise, donc ça fait un deuxième grief. Et par ailleurs, si il n'y a pas de changement d'air, il y a bel et bien eu un trou d'air pendant l'été depuis la réforme de la SNCF. Et je ne pense pas que les chaînes d'infos en continu soient les principaux responsables de cette série de loupés qui, souvent se produisent quand il y a aussi une hésitation. Donc il fallait, je pense, redonner beaucoup d'élan, d'allant, en parlant d'ailleurs à ceux qui tous les week-ends sont confrontés au retour de leurs électeurs sur les marchés. Je pense qu'il faut entendre ça aussi dans le discours d'Édouard Philippe. Il y avait vraiment un discours de remobilisation à l'adresse des députés. Le Premier ministre a parlé d'efficacité des réformes, mais le Président de la République a prévenu, ça prendra 2 ans à peu près avant de sentir les effets de sa politique. C'est tout le fil rouge du discours d'Édouard Philippe, c'est sur cette notion de court terme et de long terme. Donc à la fois, il permet aux députés, il rassure les députés en leur disant
vous rencontrez des critiques lorsque vous allez sur les marchés le week-end, que vous retournez dans vos circonscriptions. Elles sont légitimes, il faut les entendre parce que il y a une impatience, il y a un malaise et les gens voudraient que ça aille vite. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue que notre objectif, c'est le long terme. Nous voulons réformer la France en profondeur et ça prendra du temps. Donc voilà, ce qu'il leur dit, c'est écoutez, les critiques sont légitimes, mais en même temps, il faut que vous gardiez des yeux le cap que l'on s'est fixé, qui est 5 ans et le long terme. Donc voilà, leur rappeler qu'il faut négocier avec ces deux paramètres qui sont importants et que peut-être ces derniers temps, les députés avaient perdu de vue, parce qu'en effet, les électeurs les pressent. Tout en restant sur les fondamentaux, hein, libérer, protéger et unir, hein, c'est ce qu'a dit le Premier ministre, c'est ce qui a guidé finalement la campagne et l'élection d'Emmanuel Macron. Il n'a pas le choix, puisque de toute façon, ce qui unit ce groupe, c'est le programme d'Emmanuel Macron, c'est sa campagne. Et donc, c'est sorti de ces lignes directrices, il n'y a plus rien. C'est-à-dire qu'on le voit d'ailleurs, dès qu'on aborde un sujet qui n'était pas dans le programme présidentiel, où il n'y a pas de doctrine fixée, ça flotte beaucoup. Donc là aussi, on se recentre sur les fondamentaux pour justement donner cette image, mais non, ça va bien, on avance. Parce que justement, beaucoup de choses, effectivement, se lisent en creux. Dans son discours, c'est non, il n'y a pas de trou d'herbe, si, il y en a eu un. Non, il n'y a pas de flottement, si, il y en a eu, mais en même temps, c'est normal. Au bout d'un an de pouvoir, le macronisme n'est plus une feuille blanche. Il y a des choses qui ont été écrites sur la page, et les gens peuvent commencer déjà à se faire leur opinion par rapport à leurs attentes. Certains sont déçus, d'autres disent, bon, on vous laisse encore le temps. Mais le moment du jugement arrivera. La réponse, c'est continuer à faire des réformes. Il a annoncé, effectivement, le Premier ministre, un calendrier législatif assez dense, comme le demandait Richard Ferrand. Oui, calendrier législatif assez dense, qui était prévu et qui devrait permettre, tout du moins selon la conception qu'en a le gouvernement, de reconquérir un électorat de droite, étant donné qu'il y a également des réformes qui touchent les retraités. Ça va peut-être pas être un succès, mais bon, en tout cas, c'est la stratégie qui est mise en place. Mais avec tout de même une mise en cohérence de ces réformes. Il a assez intéressant de mettre en parallèle ce discours d'aujourd'hui avec le discours du mois de juin d'Emmanuel Macron ou de début juillet au Congrès. Donc là, on voit qu'on retrouve quand même les mêmes lignes de force. On retrouve une même volonté de donner du sens à toutes ces réformes qui peuvent apparaître un peu disparates. Un sens qui est en fait... Pas plus d'assistance, pas de politique sociale qui irait vers plus d'assistance, mais une politique qui irait vers plus d'égalité des chances, vers la participation de l'individu à l'économie, que l'on aide à intégrer l'économie, mais que l'on n'assiste pas pour qu'il reste dehors. Donc tout ça, toute cette infrastructure en fait de l'idéologie macronienne, elle est rappelée, elle est martelée, et elle est importante parce que, comme le dit bien Édouard Philippe, le macronisme, ça n'est pas un pragmatisme. D'abord, le pragmatisme, en politique, ça n'existe pas. Il y a toujours, derrière une approche pragmatique, des valeurs qui sous-tendent et qui ensuite conditionnent une bonne ou une mauvaise politique. Donc, en rappelant ces valeurs, il y a également une volonté d'asseoir la légitimité et la cohérence d'une politique aux yeux des Français et aux yeux des députés qui viennent d'horizons très très diverses et qui donc du coup n'ont pas forcément... Alors justement, Benjamin Morel, on va voir comment réagissent ces députés, puisque Saveria Rojek, vous qui êtes en duplex de Tours, vous êtes aux côtés d'Aurore Berger, qui est porte-parole du groupe La République En Marche et députée des Yvelines. Absolument. Bonjour Aurore Berger. Merci de répondre à nos questions. Votre réaction, bien sûr, après ce discours d'Édouard Philippe. Est-ce que les mots du Premier ministre sont à même à renforcer le lien entre l'exécutif et la majorité ? On a une équipe. Et cette équipe, elle est composée évidemment du président de la République qui donne le cap, qui donne le là, avec le projet sur lequel on a été élu. Et puis ensuite, on a l'exécutif et le législatif, le gouvernement et sa majorité. Il l'a rappelé, unité, détermination et puis garder un cap clair sur le projet qui est le nôtre. Est-ce que les dissensions après qui ont été mises à jour après l'élection hier de Richard Ferrand vont laisser des traces, ou est-ce que désormais la majorité est soudée derrière un seul homme ? Je pense qu'en fait, beaucoup auraient aimé qu'il y ait des dissensions. On a eu une élection démocratique, ouverte, avec 4 candidats. Richard Ferrand a été élu au premier tour parce qu'il a porté notre groupe pendant un an. Et je pense que les parlementaires ont voulu, eux aussi, le porter à la tête de l'Assemblée nationale. Et nous sommes un groupe extrêmement unis. Et je pense qu'on va pouvoir continuer à le démontrer dès demain en reprenant notamment les débats sur Egalim, c'est-à-dire l'avenir de notre agriculture.
Ce matin, il y avait une réunion du bureau extraordinaire du bureau du groupe En Marche pour décider des modalités de l'élection du futur président ou présidente de groupe. Est-ce que ces modalités ont été décidées? Est-ce que vous êtes candidate à la présidence du groupe? Vous savez, les élections internes, ce qui est bien, c'est quand elles restent internes. Parce que je pense que c'est là où les choses doivent se passer. On a discuté en effet des modalités d'organisation. Ce qui est connu et ce qui est public, c'est que cette élection aura lieu le 18, donc mardi prochain, et que c'est une élection, encore une fois, ouverte. Et après, pour le reste, tout est en interne et je pense que ça doit le rester ainsi. Vous n'êtes pas encore officiellement candidate? Mais c'est surtout que je n'ai pas à répondre à cette question et que si j'y répondais, ce serait à mes collègues. Très bien, merci beaucoup. Merci Aurore Berger d'avoir répondu à la question. Merci. Merci Saveria Rojek. Emmanuel Rivière revient d'entendre Aurore Berger et finalement vanter l'unité de ce groupe majoritaire. Et il y a en creux cette élection à la présidence du groupe qui se profile. Est-ce que ça peut être de nature à créer des divisions ? On aurait été étonné d'entendre Aurore Berger ou quiconque d'ailleurs dire « Ouh là là, ça va mal ». Non. Tout dépend le sens qui est donné à cette candidature interne. Très franchement, je ne pense pas que ce sur quoi je suis légitime à exprimer, c'est-à-dire la perception par l'opinion, va aller au-delà de tiens, est-ce qu'on connaît la présidente du groupe et est-ce que ça nous parle, est-ce que ça évoque quelque chose? Et c'est un peu compliqué parce que il se trouve que parmi ce groupe parlementaire rajeuni, féminisé, différent, personne aujourd'hui n'a véritablement percé. C'est une des difficultés d'ailleurs de l'exécutif. C'est qu'il n'y a pas beaucoup de hussards pour aller porter une parole qui impacte véritablement et qui défende la politique du gouvernement. Donc ça pourrait être un des éléments du casting d'ailleurs. Je pense que la deuxième... Mais pourquoi ces personnalités n'émergent pas? Parce qu'on ne leur laisse pas la place aussi d'éclore dans ce groupe pléthorique? C'est un des paradoxes importants, intéressants de la période. On évoque sans cesse les chaînes d'information continue. On pourrait parler d'ailleurs du rôle et de l'importance des chaînes parlementaires. Je vous remercie de le faire. Il y a des occasions d'exposition beaucoup plus fortes qu'autrefois. Et moi, ce que je constate, c'est que le nombre de personnalités politiques qui émergent véritablement se réduit considérablement. Et la raison principale, c'est que, en fait, il y a beaucoup de sollicitations diverses et variées. Et les gens sont beaucoup moins captifs d'un certain nombre de grands médias où l'émergence de la notoriété politique se fait. Et ça, c'est une des caractéristiques du moment. Quand on n'est pas passé sous les spotlights des grands moments des élections présidentielles, on a du mal à percer aujourd'hui en politique. C'est une vraie question pour les partis et pour les mouvements comme En Marche notamment. On repart en duplex de Tours pour avoir une autre réaction de députés. Saveria, vous êtes aux côtés de Sandra Motin, elle est députée de La République En Marche de l'Isère. Elle vient d'écouter le Premier ministre. Absolument. Bonjour Sandra Motin. Merci de répondre à des questions. Vous venez de le dire, députée de l'Isère. Vous avez bien sûr écouté avec tous les autres députés et sénateurs le discours du Premier ministre. Qu'est-ce que vous en retenez avant tout ? J'en retiens le fait qu'il a remis en perspective et en cohérence l'ensemble des textes à la fois que nous avons déjà votés et surtout ceux qui nous attendent, qui vont encore une fois être des textes de profonde transformation de notre pays, qu'il s'agisse de la réforme des retraites ou qu'il s'agisse de la loi Pacte. Deux textes très différents qui auront un impact à la fois sur la vie des Français et sur la vie économique de notre pays, mais pas forcément avec des effets immédiats. Ce ne sont pas des textes de réforme cosmétiques, ce sont vraiment des textes de réforme en profondeur qui mettront du temps, effectivement, à donner des résultats et à se sentir réellement dans la vie des Français, mais qui sont importants pour notre pays. Sandra Motin, vous étiez candidate à la candidature au perchoir. C'est bien sûr Richard Ferrand qui a été élu. Est-ce que cette élection va laisser des traces au sein de la majorité ? Je crois que d'abord, elle nous a permis de montrer que dans notre groupe, il y a un vrai processus démocratique et puis surtout, ça va laisser un sentiment d'union parce qu'on a pris ensemble, collectivement, un choix. On a fait un choix de priorité, celle de faire confiance à la fois au président et au choix du président de la République. Et puis, très clairement, maintenant, il faut aussi que nous arrivions à structurer notre groupe
et à repartir sur l'an 2 de la majorité à l'Assemblée. L'an 2 de la majorité, c'était les mots tout à l'heure de Richard Ferrand. Merci Sandra Motin, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Saveria. Christelle Bertrand, Sandra Motin disait qu'il fallait redonner de la perspective et de la cohérence politique, et c'est ce qu'a fait finalement Édouard Philippe. Il fallait effectivement redonner du sens à l'action politique qui est menée. C'est quelque chose qui importe énormément à Emmanuel Macron, qui, comme on le sait, a observé chacune des étapes du quinquennat de François Hollande. Et l'une des critiques qui a été faite à ce quinquennat, c'est que François Hollande n'a pas su raconter son quinquennat, faire un récit de ce quinquennat. Bien que ça lui ait été conseillé par ses plus proches conseillers, il n'a pas su mettre ses actions en cohérence, et ce quinquennat est devenu totalement illisible. Donc Emmanuel Macron est très attentif régulièrement à faire le récit de son action. Mais il n'est pas totalement satisfait. Si on voit qu'aujourd'hui il réorganise sa communication à l'Élysée, c'est que finalement ce récit-là n'est pas à la hauteur de ce qu'il souhaiterait. N'est pas forcément fait par la communication, il s'en charge lui-même. On voit qu'Édouard Philippe le fait lorsqu'il en a l'occasion. Le discours d'aujourd'hui, vous avez raison, aller dans ce sens-là. Il n'est pas forcément aidé par ses ministres un peu novices, mais il ne confie pas ça, même s'il y réfléchit sans doute avec ses conseillers en communication, mais il ne confie pas ce récit uniquement à la communication, parce qu'il est quand même très imprégné de l'idée que la communication ne fait pas la politique, elle y aide, c'est un outil nécessaire, mais c'est aux têtes de l'exécutif à faire ce récit, et c'est comme ça qu'il imprègne l'opinion publique. Et on voit bien que ce récit, aujourd'hui, il accroche sur un thème notamment, et certains proches d'Emmanuel Macron le disaient ces dernières semaines, on n'est toujours pas sur ces deux jambes, droite et gauche, en même temps qu'il avait prôné durant la campagne. Et on voit que Édouard Philippe, dans son discours, il revient, il dit « je m'inscris en faux, c'est pas vrai ». Mais la seule réforme qu'il met en avant pour dire on a bien fait aussi l'aspect social, c'est le dédoublement des classes de CP mis en œuvre par Jean-Michel Blanquer, ce qui est peu à l'aune du nombre de réformes plus libérales qui ont été faites en matière d'économie depuis un an. Alors, c'est vrai qu'il dit on fonctionne effectivement sur les deux jambes, mais il a fait que des annonces sociales finalement, que des annonces de réformes sociales dans ce calendrier qui s'avance, avec le plan pauvreté, avec la loi Pacte sur l'intéressement, sur la participation. Samuel Le Goff. À un moment donné, il faut rééquilibrer effectivement, en sachant que la question de l'hôpital, ça fait un an qu'elle traîne. Moi, je me rappelle, à l'été 2017, il y avait une crise dans les EHPAD, les maisons de retraite, où la psychiatrie est également un problème. Enfin, c'est un chaudron, l'hôpital. Donc, il faut le traiter. Et donc, il le traite, mais en lui donnant un sens politique et à chaque fois en montrant que c'est lui qui choisit le moment. Donc, le calendrier est fixé. Alors, reste à voir la capacité du gouvernement à tenir ce calendrier, c'est-à-dire à faire tout ce qu'il a dit et à ne pas arriver avec d'autres sujets qui percuteraient ce calendrier et qui obligeraient le gouvernement à décaler, à reculer. Benjamin Morel, il y avait volonté de rééquilibrer effectivement la politique du chef de l'État sur sa jambe droite et sa jambe gauche ? Oui et non, il y a une volonté de rééquilibrage symbolique en parlant un peu plus de social, mais on voit que le fond de la politique, c'est-à-dire les grands axes qui sont fixés, encore une fois, ne pas aller dans l'assistance, aller plutôt dans une forme de rééquilibrage qui serait un rééquilibrage en termes d'égalité des chances. Et c'est intéressant qu'ils prennent cette question du dédoublement des classes. On est vraiment dans la suite du discours du Congrès, donc on ne fait pas de social, mais on aide d'une certaine façon ceux qui veulent s'en sortir à s'en sortir. Donc tout ça reste assez cohérent. Après, il faut voir également le choix d'appuyer sur telle ou telle réforme pour, dans le cadre de la loi Pacte, par exemple, ne pas parler des privatisations, parler plutôt du volet de l'intéressement, etc., pour justement expliquer que, eh bien, on va rééquilibrer. Mais ce rééquilibrage, il n'est pas sur le fond, il est dans le discours, parce que, eh bien, il y a quelques fractures qu'on ne voit pas tellement chez les députés, enfin, en tout cas, pas quand ils parlent, mais qu'on voit en revanche dans l'électorat et dans l'électorat macronien qui, dans les dernières études... Est-ce qu'effectivement, les Français ont le sentiment que cette politique est déséquilibrée ? Oui, ils ont le sentiment que cette politique est déséquilibrée, ils ont le sentiment qu'on a plus donné aux plus favorisés, avec comme facteur aggravant d'ailleurs, c'est que les Français pensent qu'on a donné aux plus favorisés qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que, quelle que soit la couche de la société dans laquelle vous la situez, on pense que c'est le président des plus riches que moi, ce qui effectivement a créé cette attention.
D'ailleurs, il y a un point qui a été relativement, voire pas du tout évoqué dans le discours, qui est quand même un point important des orientations, c'est la volonté de maîtriser la dette et les déficits, qui va forcément peser sur cette volonté de rééquilibrer, d'être dans des réformes qui aident davantage à, non pas sous une forme d'assistanat, mais à remettre le pied à l'étrier. Tout ça est quand même très contraint par la volonté de maintenir le déficit là où il a été fixé. On va retrouver à présent Saveria qui est aux côtés de François Patriat. Il est président du groupe La République En Marche au Sénat. Absolument. Bonjour François Patriat. Bonjour. Merci de répondre à nos questions. On vient de vous voir à la tribune aux côtés du Premier ministre. Votre réaction, qu'est-ce que vous retenez justement du discours d'Édouard Philippe, des mots à même de ressouder la majorité derrière l'exécutif? Un discours d'engagement, de mobilisation fait de lucidité sur la difficulté d'affronter le réel, l'ensemble des réformes qu'il faudra mener pendant ce quinquennat. Pas d'autosatisfaction, mais au contraire une volonté déterminée. J'ai trouvé dans le discours du Premier ministre à la fois du fond, de l'engagement, mais aussi une forme d'élégance politique qui est rare en politique. Vous parlez de François de Rugy? Non, je parle d'élégance politique dans le propos, dans les termes, dans la culture, dans les références auxquelles le Premier ministre fait allusion. Je trouve qu'il n'est pas seulement sûr de son fait, avec la volonté d'avancer, mais il a rappelé aussi, je crois, le lien qu'il a avec le chef de l'État, la façon dont fonctionne l'exécutif, la relation qu'il y a entre le gouvernement et le Parlement, avec, je le dis, avec sourire, avec émotion aussi, et dans le même temps avec détermination. Je pense qu'après avoir écouté les parlementaires autour de moi, tout le monde s'est senti, j'allais dire, regonflé, et certains m'ont dit, ça fait du bien d'entendre ce discours. Donc la majorité, les parlementaires, députés comme sénateurs, vont incarner cette unité que réclame le gouvernement, que réclame l'exécutif pour le soutenir? Il m'a semblé que l'unité n'a jamais fait défaut, qu'il peut y avoir des divergences d'appréciation. Il n'y a jamais eu de frondeur dans les rangs des marcheurs. Il n'y en a pas aujourd'hui, il n'y a pas de, j'allais dire, de fronde vis-à-vis du gouvernement aucune. Et dans le même temps, est-ce qu'on remarque qu'au bout d'un an, il n'y a pas de tel ou tel ministre qui est mis en exergue, critiqué ou autre, que l'ensemble du gouvernement est perçu dans son unité. Et moi, je suis fier de voir qu'un an après, j'ai rarement vu un exécutif fonctionner aussi bien, entre le lien qu'il y a entre la rive gauche et la rive droite, l'Élysée et Matignon, fonctionne toujours avec la même efficacité. Et le mot d'ordre, c'est on poursuit les réformes. Surtout, je pense que si on reculait aujourd'hui, on perdrait tout. Si on avance, on pourra continuer à gagner. Très bien, merci François Patriat, merci d'avoir répondu à mes questions, merci. Si Saveria rejette une majorité regonflée, c'est ce que nous dit François Patriat, Christelle Bertrand, et puis cette volonté de poursuivre les réformes. On va écouter le Premier ministre qui s'est exprimé sur la réforme des retraites qui est à venir. Faire en sorte que le système des retraites soit plus juste et plus durable est un impératif national de solidarité, de cohésion nationale. Nous allons le faire. Et nous le faisons avec méthode. Nous prenons notre temps, parce que le sujet est redoutablement complexe, c'est vrai, parce que les attentes des Français sont considérables, et c'est normal. Ce sera dans le courant de l'année 2019, et ça ne contribuera pas, cher Richard, à dédensifier le calendrier parlementaire, crois-moi. La réforme des retraites, c'est un des grands défis, une des grandes réformes qui attendent cette majorité? Oui, c'est une grande réforme, c'est un sujet extrêmement dangereux, glissant, surtout parce qu'Emmanuel Macron, finalement, au bout d'un an, un peu plus d'un an, n'a toujours pas réussi à se départir de cette image de président des riches que vous évoquiez tout à l'heure, président des villes, président des riches. Et du coup, cette réforme va arriver sur un terrain où voilà, les gens vont peut-être dire mais finalement on s'en prend encore une fois à nous, sachant qu'on s'en est, les retraités sont déjà extrêmement remontés contre l'exécutif. Donc elle n'arrivera pas sur un terrain idéal, à moins que d'ici là l'exécutif ait réussi à déconstruire un petit peu cette image. Mais les planètes, la conjonction des planètes n'est pas là pour que ce débat arrive de façon très saine et très tranquille. C'est une des grandes réformes à risque en fait pour le gouvernement. Oui, parce que vu le temps qu'il met à la préparer, c'est qu'il veut vraiment déminer. Il a Jean-Paul Delevoye qui s'en charge. S'il y a bien un démineur, c'est lui. Il annonce 2019, donc on la voit venir. Je pense qu'elle va être distillée par petits bouts pour que chaque partie puisse être absorbée, parce que s'il présente tout d'un bloc, là, ça risque d'être le rejet, la cristallisation. Je dirais, cette fameuse convergence des luttes dont on nous parle dans l'opposition pourrait arriver sur cette question des retraites, parce que
finalement tout le monde est concerné et il y aura des mesures douloureuses à prendre de toute manière. Réforme à risque aussi, Benjamin Morel? Oui, c'est une réforme à risque pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que d'abord, en effet, comme vous le disiez, le terrain, il est miné par essence. Ensuite, parce qu'on a un affaiblissement aujourd'hui d'Emmanuel Macron dans l'opinion et que donc on n'est plus dans l'état de grâce qui avait pu qui avait pu à l'époque présider à la réforme du Code du travail. Et ensuite, elle tombe au mauvais moment. Parce que vous avez des élections européennes. Or, déjà, ça peut affecter les élections européennes, parce qu'on va avoir à l'hiver, au printemps, et ensuite, on va être dans un moment de politisation de l'opposition et de l'opinion. Donc, où les syndicats et où les partis de gauche auront intérêt à jouer cette corde-là, et où qui plus est, l'opinion aura intérêt à s'intéresser à cette réforme parce que derrière, il pourra y avoir une sanction électorale. Donc tout ça tombe à un assez mauvais moment pour le gouvernement. Et on va être obligé de s'arrêter là. Merci à vous quatre d'être venus débattre sur le plateau des chaînes parlementaires. Samuel Le Goff, journaliste à Contexte, Christelle Bertrand, journaliste et éditorialiste au groupe La Dépêche, Emmanuel Rivière, directeur de Kantar Public France, et Benjamin Morel, docteur en sciences politiques. Merci à vous quatre d'avoir été avec nous pour décrypter ce discours de rentrée du Premier ministre devant sa majorité, devant le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale La République en marche, qui tient ses journées parlementaires à Tours jusqu'à aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez évidemment sur LCP.